Mais là, la crise est maintenant profonde, certaine. Tout à l'heure, on parlera effectivement de l'affaire Klaus. Il y a aussi une affaire Lodi, si vous avez suivi avec intérêt. Ça, alors là, pareil. Là, je dois dire que Flo a parlé de Mehdi Benassia concernant Klaus, mais tu aurais pu ajouter le chapitre Lodi parce que honnêtement, moi, je suis désolé. Mehdi Benassia, il nous écoute. Tu voulais pas le garder pour tout à l'heure? Bon, vas-y. Non, mais je veux juste l'inviter. Mehdi Benassia, je sais que tu nous écoutes. Viens dans l'after. Moi, je ne crois pas à ton histoire. Moi, je dis que c'est mytho ce que tu nous racontes sur Lodi. Je n'y crois pas. Donc, viens m'expliquer si tu me prouves que ce que tu me dis est vrai sur le raisonnement ce que tu as raconté à Samir Nasri sur la pelouse. Moi, je n'y crois pas. Bon, moi, je ne crois pas à ça, moi. C'est pas possible ce qu'on me raconte là. On racontera tout à l'heure ce qui mais je l'invite, je lui laisse un droit de réponse. Tu vois, voilà, qui vienne me dire, Daniel, tu as tort de ne pas me croire. Là où tu as tort. Tu dis, on en parlera tout à l'heure. Alors oui, on va parler. Parce que j'aimerais qu'on parle d'abord du match, en fait. Oui, mais justement, moi, je vais te faire une passerelle avec le match et qui passe par Benassia. Pareil, moi, je le connais bien. Il a joué à Tours. C'est un gars dont j'ai suivi la carrière. J'aime beaucoup, mais je découvre maintenant le DS. Pas pareil, il est conseiller sportif. Oui, pardon. Enfin, CS, DS, mais en tout cas, tu découvres ce mec que j'ai vu dans sa façon de répondre à l'interview, d'une part, en tant que DS, on y reviendra tout à l'heure sur les dossiers en question. Pour moi, ça n'est pas possible. Mais en plus, pour faire la passerelle avec le match, ces recrues, ces joueurs, Onana, nul. Ils sont sur le terrain, c'est eux qu'on voit en ce moment. L'OM qui est nul, c'est aussi ce recrutement. Donc, si tu veux, là on en arrive au match. Je ne vais pas le dédouaner, mais je suis pas sûr qu'il est arrivé depuis quelques semaines. Je suis pas sûr Non. Je suis d'accord. Mais c'était pour faire la passerelle avec le match. Je demande de parler de Klaus et de Lodi. Non, mais moi c'était pour faire la passerelle avec le match parce que maintenant tu as raison, Gilbert. Dire ce qu'on a vu ce soir. À 11 contre 11, j'étais persuadé que Brest allait gagner. Ah oui, ça, oui, bien sûr. C'était fait. Mounier, but de Mounier d'ailleurs, j'avais dit. Bon, il a mis à côté juste avant de se faire bêtement expulser. Et quand Espelou a marqué, j'imagine que tu as réagi comment? Tu as fait mais non, c'est pas vrai. Ouais, enfin, j'ai quand même vu qu'avant qu'il marque, à 10 contre 11, il continuait d'être dangereux. Il prenait pas, Marseille ne prenait pas la Pas une occasion. Mais on en a l'habitude. Ils ont joué à 11 contre 10. Oui, ils ont joué contre Monaco il y a peu de temps et ils ont enchaîné contre Metz. Et les deux fois, ils n'ont pas gagné. Donc là, je me suis dit, allez, ils vont pas le perdre le match. Ils vont pas le gagner, mais tout le monde attendait un 0-0, c'est vrai, la dernière. Et quand l'Esmelou a marqué, dans la télé, j'ai fait, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que sur cette action, c'était trop gros en fait. C'était trop gros. Après tout le cirque qu'on a entendu, les déclats sur les joueurs, que le match se déroule de cette façon, qu'on fasse tourner l'effectif en disant, il y a eu le match de jeudi qui n'était pas brillant, il y a le retour jeudi, il fait tourner, il met une équipe avec toujours ce milieu de terrain qui ressemble à rien du tout, mais rien du tout. Ounahi, Harit. Ça, l'attaque, ça ressemble encore moins à rien du tout. Comme j'ai pas d'expression pour, je sais pas quoi dire. Donc je veux parler du milieu. Donc Harit, Ounahi, Onana qui est donc arrivé, cette recrue. Là, je sais pas. Je sais pas ce que c'est faire ce garçon. On sait ce qu'il sait pas faire. Je sais pas la relance dans l'axe, les fautes. Il y a un arrière droit que donc le club officiellement traite comme un malpropre, mais il est titulaire. C'est vrai que c'est assez logique. Bon, ok. Donc pour la énième fois, le gars démarre le match alors que c'est comment dire, le paria. Exactement. Paria au jeu de ses dirigeants. Et Daniel, je me permets, Daniel, dans l'interview de Benassia, je mélange un peu, Gilbert, désolé, mais à la fin de l'interview, quand il est demandé à Benassia, et est-ce que son comportement a un peu changé depuis, parce qu'il dit qu'il l'a recadré. Il fait l'amour en disant pas suffisamment, en mode, mais c'est pas grave. Donc c'est lunaire. Totalement lunaire. Et sur le but quand même. La façon de défendre de l'OM ce soir en général. Balerdi sur le but. Balerdi sur le but. Cataclysmique. Sur la façon de défendre. Donc si tu veux. C'est pas que Balerdi, c'est tellement toute l'équipe elle est disloquée. La position de Balerdi elle est folle. Mais je suis d'accord avec toi, mais l'équipe est tellement disloquée. Comment tu veux qu'à 10 contre 11 tu rentres dans une équipe comme ça? C'est même pas du beurre quoi. C'est de l'huile. Bon, Choukri est là, il est supporter marseillais. Choukri, bonsoir. Salut Choukri. Salut les gars. Salut. Bon, c'est la crise là. Bah, écoutez les gars, moi je vais pas m'énerver, je suis même plus énervé. C'est des débats, on en a fait. Moi je vous le dis, cette équipe-là, c'est une équipe de remplaçants. C'est pas des. Celle de ce soir, c'est vrai, oui, il manque pas de monde en plus. Tu as raison. C'est une équipe, là, le 11 qu'il y a eu ce soir, c'est une équipe de remplaçants. Pas tous, hein.
Pour moi, ce que non, j'ai mais vu Klaus là, aime même pas. La vérité, c'est que Klaus. Je suis même pas. Je m'y attendais ce genre de match. Je le savais. J'ai vu jouer Brest. Je le savais. C'est compliqué. Moi, j'attends plus rien de cette équipe. Et finalement, ce que j'ai vu ce soir, c'est j'ai vu voilà le 2e contre le 8e. Voilà. Ce soir, ce que j'ai vu, on est à notre place. Il faut pas délirer. Il faut arrêter de chercher, de vouloir dire la Ligue des Champions. Il n'y a rien. Cette équipe, elle fera rien. On est à notre place. Non, mais là, que cette année, vous ne ferez rien, c'est certain. Mais maintenant, Choukri, si tu permets, il faut, parce qu'on a répété 4 fois ce soir que c'était la crise, ok. Sauf qu'il y a des différences de crise. Il y a la crise du début de saison où tu te dis, bon, il est encore temps, la crise, on la soigne comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on sort l'entraîneur. Ok, tu as sorti un entraîneur, tu en as pris un autre. Ça s'améliore pas vraiment. Ça s'améliore pas vraiment. Deuxième étape, bon, il y a le mercato d'hiver. Tu fais 2-3 trucs. C'est ce qu'a fait Lyon. Hein. Lyon, c'est le parcours est le même. Crise, on vire l'entraîneur 2 fois même. Et on ajuste au mercato d'hiver. Visiblement, on a mis au moins les pansements sur la crise parce que le mercato a permis d'ajuster l'équipe. Lyon est revenu à la 11e place. Alors, ils ne vont pas finir en Ligue des Champions, mais on va dire qu'ils ont trouvé des solutions. Le problème de l'OM, c'est que là, au point où on en est, on a déjà utilisé le premier pansement. Le deuxième, on a raté. Et là honnêtement, je ne vois pas. Mais Daniel, là, je ne vois pas de solution. Là, la saison, c'est en roue libre maintenant. Mais plus qu'en roue libre, on n'y arrive pas, Daniel. Tu l'as bien vu, c'est le 3e match qu'on fait en infériorité numérique. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Dans le jeu, on n'y arrive pas. Est-ce que c'est normal à 10 contre 11 que tu n'arrives même pas à te créer des occasions? Ah non, ça c'est certain que c'est complètement fou. En fait, c'est complètement fou. Mais tu sais, Choukri, c'est des joueurs qui tu le vois, ils ont envie de bien faire, mais ils n'y arrivent pas. Choukri, est-ce que tu peux, ce qui est le plus choquant dans cette histoire, c'est pendant que les dirigeants, et dont le conseiller sportif, s'en prennent aux joueurs, le coach, lui, dont moi j'avais dit dans un avis tranché récemment qu'il était insuffisamment pointé du doigt, s'est permis quand même depuis 10 jours en gros de dire les gars, si vous pouviez me sortir de là, parce que en fait il fait toutes les déclats pour se faire sortir. 3-5-2, ah non mais moi en fait je joue pas, il est cramé, sauf qu'il a envie de partir. Bah, c'est Laurent Blanc version marseillaise. Oui, exactement, il veut tu as lâcher, raison, c'est comme Blanc à l'OL, il veut lâcher. sauf que dans ce cas-là, si tu le vires, tu le soulages, sauf que dans ce cas-là les joueurs le sentent. Et ce soir, les joueurs sentaient qu'ils n'ont plus de coach. Il n'y a plus rien. Alors apparemment, les gars, juste parenthèse, mais on va avoir Arthur dans quelques instants. Mais il y a grosse. Ah, tiens, il est là parce qu'apparemment, il y a grosse discussion. Longoria Benatia là. Il est même possible qu'il s'en aille de lui-même, Gattuso. Arthur, décris-nous ce que tu as vu. En fait, je suis en zone mixte et depuis de longues minutes déjà, Mehdi Benatia et Pablo Longoria sont arrivés ici, d'abord en parlant des décisions arbitrales, et puis il y a eu un long échange entre les deux hommes, juste à côté du bus de l'OM qui d'ailleurs se tient prêt à partir encore. Et l'échange s'est d'abord tenu face à moi, j'étais tout seul, et là l'échange est en train de se poursuivre. Et voilà, Pablo Longoria qui est juste devant mes yeux, qui est au téléphone depuis de longues et longues minutes après avoir échangé avec Mehdi Benatia. Voilà, il est en train de se diriger derrière le OM. Pablo Longoria, donc beaucoup de discussions en coulisses depuis quelques minutes, messieurs. Moi j'aimerais bien savoir quand même, je pense qu'il y a eu quand même convergence entre les deux hommes, hein, j'imagine, mais sur cette stratégie de com, puisque Benatia a répété ses propos sur Canal, puis sur Prime ou vice-versa. Mais en tout cas, il a répété à peu près 2 fois la même chose. Donc, c'était une communication là s'ils discutent ils discutent pas de Klaus, ils discutent de Gattuso, les mecs. Non, je sais bien, mais ce que je veux te dire, c'est que si cette communication est assumée, très bien. Donc on va mettre Longoria dans le coup. Je veux savoir aussi que si Longoria était vraiment d'accord avec la façon dont Benatia l'a dit, mais bon, admettons. Et puis après, effectivement, ensuite, je pense qu'il parle du coach. Hein, parce que t'as qu'un levier. Hein. T'as qu'un levier là. Sauf que là, va trouver. Merci Arthur, rappelle-nous s'il y a quelque chose, évidemment. À tout de suite. Galette. Je remercie également Choukri au 32-16 et le rugby n'est pas... Si, c'est terminé. Castres-Toulon, Pierre. Pas tout à fait. 79e minute de jeu, il y a eu un essai toulonnais. Les Toulonnais qui reviennent à 25-17. Ils vont avoir un dernier ballon pour essayer d'aller chercher un bonus défensif, les Toulonnais.
Très bien. Bon, revenons donc à l'OM. C'est vrai que depuis le début de l'after, on mélange un peu tout. Les déclarations d'avant-match sur Klose, le match. Mais franchement, Gilbert, la situation de Gattuso, mais bon. Non, mais le contexte. C'est un after, t'as raison. Sauf que moi, je l'ai fait volontairement parce que je pense que ce contexte n'est pas étranger aux performances de Marseille. Ah bah, même des performances de Klose, si tu regardes bien, comme par hasard. Absolument. J'ai expliqué tout à l'heure ça à Kevin Diaz, il ne me croyait pas, lui. Mais quoi ? J'ai pas compris. J'ai dit à Kevin, le pauvre Klose, juste tout ce qu'il prend dans la tronche de ses propres dirigeants, comment veux-tu qu'il soit serein et qu'il fasse des bons matchs ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Non, mais évidemment, le match, d'ailleurs, ce soir, il fait pas un bon match, effectivement. Juste en passant, à ce rythme-là, encore 2 matchs et Lyon passe devant l'OM. Lyon, on est déjà à 3 coachs, peut-être que Marseille bientôt aussi. Lyon n'a que 5 points de retard. Daniel, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Parce que là, le niveau du championnat, parce que même cette OL-là qui est moi, je l'ai dit dès mon point 1, je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on voit en ce moment en Ligue 1. Lyon va mieux, mais Lyon est 11e en Ligue 1, 25 points. C'est quelque chose qui est complètement fou, anormal, insupportable. L'OM 9e, 30 points, insupportable, pas normal. Et Monaco qui traîne à la 5e place alors qu'ils ont l'occasion de se caler à la 2e en jouant Toulouse à domicile et ils perdent. Une semaine après avoir battu Nice dans un match au sommet, c'est un club qui n'a ni queue ni tête. Voilà, Donc si tes gros clubs sont dans cet état-là, mais comment veux-tu que notre championnat et notre football aille bien ? On va entendre la fameuse sortie de Mehdi Benatia sur Canal à propos de Klose dans quelques minutes. Mais j'aimerais juste quand même, parce que Choukri a dit un truc, et ça c'est vrai que moi ça a crevé les yeux quand tu regardes les matchs. Il disait c'est une équipe de remplaçants. Bon, c'est vrai que Rongier n'est pas là, c'est vrai que Verretou n'est pas là. Même le gardien ce soir n'était pas là, Paul Lopez. Donc il manquait plein de monde en effet. Aubameyang a démarré sur le banc. Et en fait, l'effectif de Marseille, mais c'est ce que dit en plus Gattuso. C'est pas normal. Il est faible. C'est un effectif qui est faible. Mais c'est pas normal. Il joue Brest en face. Brest, la façon dont l'effectif a été constitué, c'est encore des joueurs qui doivent être payés la moitié moins que ce que touchent les mecs de l'OM. Donc les gars de l'OM qui sont arrivés de Aubameyang à je sais pas moi, à Unai qui est dans l'équipe, à Harit et tout, c'est des gars qui sont grassement payés, qui doivent en masse salariale, on doit être top 3, top 4, rien à voir avec Brest. Et ils sont pas foutus de proposer. Je signale quand même que quand on parle d'oseille dans le foot, évidemment on dit l'oseille fait pas tout, machin. Bon, souvent l'oseille fait beaucoup, même si ça fait pas tout. Et il y a un élément qu'on a souvent étudié dans l'économie du foot. C'est peut-être pas la taille du budget, mais la masse salariale. La masse salariale, souvent, est corrélée au résultat. Très souvent. Pas en Ligue 1. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Qui traduit des mauvais recrutements, des mauvaises politiques sportives et qui donne le niveau lamentable qu'on a depuis maintenant le début de la saison. Et qui fait que notre championnat est dans cet état-là. On a aussi effectivement... quand même un problème, puisqu'on a souvent parlé de l'organisation et de la hiérarchisation dans l'organisation des clubs, et notamment de la place du DS, enfin du directeur sportif. On a au PSG un DS qui n'est pas DS, tu l'as dit, c'est assez intéressant d'ailleurs, d'avoir ses conseillers sportifs, et puis on a des clubs bien organisés qui ne sont plus les gros clubs. Tu as remarqué que les clubs qui se sont bien organisés intelligemment, ce sont d'abord pas les petits, mais les Lens, les Brest, là maintenant, les Nice, on va dire ceux qui sont juste derrière. Et qui d'ailleurs y arrivent mieux parce que leurs supporters ne se mettent pas en colère, parce qu'ils savent que ça bosse bien, même une année plus compliquée pour Lens par exemple cette année. Et les clubs qui normalement devraient être structurés, en gros, plus il y a de blé, moins c'est structuré, plus c'est la fête à neuneux, au trading et aux commissions. Le redressement de Lyon tient aussi à la réorganisation. Bien sûr, tu l'avais dit d'ailleurs, effectivement. Qui a été suivi par un recrutement qui nous laissait sceptiques parce qu'on ne connaissait pas les gars. Mais on constate aujourd'hui que les gars ont apporté quelque chose. Et d'ailleurs, on remarquera que ce mercato, c'est intéressant aussi, Gilbert, peut-être dans les débats qu'on aura à venir. On disait toujours, mercato d'hiver, on ne peut pas faire grand-chose, mercato d'ajustement. L'OL prouve le contraire. Lorient, à un niveau un peu inférieur, mais avec son Bamba à l'attaquant, prouve le contraire. Donc, quand tu veux, tu peux, et quand tu es l'OM, tu dois pouvoir. Donc, si tu as changé et si tu as staffé avec, en l'occurrence, Benassia, c'est pour arriver à quelque chose d'autre que ça quand même. Bah non, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tu l'avais dit, Gilbert, des gars dont on voulait plus avant la CAN, finalement on les reveut à fond, on les remet titulaires, et tes meilleurs joueurs,
Alors même, attention, hein, tout le monde me dit sur les réseaux, oui, et Klose, tu sais, s'il est sorti... Non, d'accord, peut-être que Klose n'est pas irréprochable. Je ne te parle pas de la façon dont Klose s'est comporté. Il ne le fait pas jouer. Oui, je te parle de... S'il s'est mal comporté, il peut être sanctionné. Et si, pour le coup, il s'est mal comporté, tu peux aussi, dans un club normal, en privé... le recadrer, le sanctionner ou le remettre en place, mais pas le jeter en pâture, pas à Marseille, enfin nulle part d'ailleurs. Mais c'est intéressant quand même de voir que donc ces clubs les plus riches sont pas structurés, communiquent mal, sont dangereux dans leur communication, sont toxiques même dans leur communication, pendant que les clubs plus modestes travaillent mieux, se staffent mieux et recrutent mieux. Avant d'écouter Mehdi Benatia, j'aimerais qu'on accueille Thiago, qui est supporter marseillais. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Salut. Un mot sur le match d'abord. Qu'est-ce que tu veux dire ? Sur le match, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qu'on veut faire avec un encadrement comme ça ? Parce que moi j'entends depuis 2 semaines tout le monde critiquer les joueurs, en disant que c'est faible, l'OM ne peut pas faire mieux. Mais pourquoi ? Je veux dire, si on peut faire mieux. Brest fait mieux, d'autres font mieux. Avec un effectif peut-être plus équilibré, mais comment on veut avoir une dynamique d'équipe quand on a un encadrement, surtout à l'OM, où on est en train de mettre le feu toutes les semaines. On se met le feu tout seul, avec un Longoria depuis 1 an et demi qui se voit, Dieu le Père, à faire je sais pas quoi, à changer son mercato tous les 4 jours, il a des envies de changer le 11 titulaire, avec Benatia qui lui aussi se regarde dans le miroir et on fait des déclarations à tout va. Aujourd'hui, les joueurs, ils ont besoin d'une dynamique. La dynamique, comment on peut l'avoir ? Comment on peut avoir des joueurs en confiance, des joueurs comme Harit, qui fait partie de ceux, ou Klose, qui font partie des 2-3 seuls qui sont un peu créatifs. On les désigne tout le temps. Les déclarations d'aujourd'hui, elles sont scandaleuses de Mehdi Benatia. Et lui, c'est un enfant de l'OM. Lui, il vient là pour faire quoi, en fait ? Aujourd'hui, c'est le plus mauvais OM depuis... j'ai pas vu. Benatia, il est là pour être le patron parce que Longoria va partir, Tessier va devenir président et c'est lui qui va devenir directeur sportif. Hein. Le patron du sportif, ce sera lui. Hein. Ça va être grave alors, ça va être catastrophique. Aujourd'hui, on a des mecs au club qui se regardent plus que de penser à l'OM. Et Longoria aurait dû démissionner, ça aurait été le plus grand bien après le fiasco de Marcelinho et avec les supporters. Aujourd'hui, on a fait confiance à quelqu'un qui, je pense, attend qu'une chose, c'est partir. On a fait un recrutement, comment à Marseille, où on veut des résultats, on fait un recrutement avec 7 ou 8 joueurs qui vont partir à la CAN. C'est pas possible de penser comme ça dans un effectif. Comment on peut construire un effectif comme ça ? Et même en plus dans les choix d'entraîneurs. Je veux dire, aujourd'hui, on prend Gattuso. Gattuso, il a quoi comme référence en tant qu'entraîneur ? Depuis alors Sampaoli, Tudor, Gattuso, c'est top. Non mais là tu as raison. Tudor avait pas plus de références que Gattuso. Non, mais en termes de jeu et d'idées, dans le projet. Non, mais c'est surtout en termes de joueurs aussi. Ouais, en qualité de joueur, c'était mieux l'année dernière. Non, bien sûr, mais même en termes de ce que tu veux faire, Gattuso lui-même te dit ah non mais moi le trace 5-2 en fait je vous avais pas dit mais moi j'aime pas. Hein. Je l'ai fait un petit peu là mais non moi je le ferai pas. Ah, mais la vérité, attends, c'est pas un tacticien. La vérité sur Gattuso, Gattuso ne l'a jamais dit frontalement, mais dans toutes ses déclarations depuis 15 jours. Tu comprends à chaque fois le vrai message. Le vrai message, c'est j'ai une équipe pourrie et j'ai le vrai qualité. Message, c'est j'ai une équipe qui n'est pas au niveau. C'est ce qu'il veut dire. Je suis d'accord. Cette analyse-là, elle est peut-être valable. Mais quel niveau ? Le niveau pour pas gagner contre Metz. Ouais, mais la vérité, c'est que Gattuso se faire balader à Brest. Gattuso a sa responsabilité aussi et qu'il se dédouane sur l'équipe parce que je te dis quand même que quand ce système qui a été réclamé à corps et à cri par tous les observateurs, il y va par défaut. Il va par défaut au 3-5-2 au départ, parce qu'il ne voulait pas y aller, effectivement. Ça marche. Ah bah tiens, ça marche. Bah oui, on avait dit que c'était sans doute le meilleur système, étant donné l'effectif. Derrière, il repasse. On ne sait pas pourquoi. C'était contre Lyon, non ? C'est ça ? À 4 derrière, ça ne marche pas. Là, maintenant, parce qu'en gros, il veut se faire virer, en mode Laurent Blanc à l'OL. Il te dit, ah mais non, mais moi, en fait, je ne changerai pas de système. Sinon, il ne fallait pas me prendre comme coach. Donc là, il est parti dans un délire. Le mec, il est totalement en vrille. Et là, il est sur le banc, tu le sens, il est complètement largué.
honnêtement, Gattuso n'est pas un entraîneur dont le niveau est digne de l'OM. Je rappelle qu'à Lyon, ils ont failli faire l'erreur de le prendre miraculeusement pour d'autres mauvaises raisons d'ailleurs, parce que les supporters préféraient un ancien lyonnais, enfin un coach plus proche, on va dire, de l'ADN lyonnais. Il n'est pas venu, mais personne n'a jamais vendu Gattuso comme un très bon coach. Et surtout, tu n'as pas d'idées qui vont avec le coach. D'ailleurs, Flo, précision, Gattuso arrive, il y a plus grand monde à prendre, donc il vient un petit peu pour remettre un peu plus de caractère dans l'équipe. Et attention, la mission, elle est simple. Et le message qui est envoyé à ce moment-là, il est aussi qu'on n'est pas convaincu que ce soit un énorme coach, puisqu'on lui dit, tu viens et t'es prolongé, tu viens que jusqu'à la fin de l'année. Et on parle d'une prolongation si tu mets l'équipe en Ligue des Champions. Dans les 4 premiers. Donc, tu vois, donc déjà c'était qu'il était intérimaire. Donc là, je pense qu'il est obligé de partir parce qu'il n'y a plus rien à faire et parce que lui-même en a marre, il ne veut plus. Bon, après, il y a un match jeudi, ça ne va pas être très simple de faire quoi que ce soit. Et en plus, il faut penser à un remplaçant, quelqu'un qui arrive, qui récupère ces joueurs-là et qui est capable d'en faire quelque chose. Moi, je sais même pas si ça vaut la peine. Je sais même pas si je changerais. J'arrive pas trop à comprendre. Moi, je pense que malheureusement, vu ce que Gattuso est en train de faire, il faut qu'ils vont finir l'année. Je pense que Pancho Bardonado, c'est mieux que Gattuso aujourd'hui. Il a fait l'intérim. Mais oui, mais ce sera mieux. C'est une catastrophe. Mais ce sera mieux que Gattuso. Donc, en tout cas, moi, je serais pour le coup un gars qui veut partir, qui se saborde à ce point, y compris même dans ses compos, même s'il y a beaucoup d'absents, mais quand même. Je pense que même là, et même si effectivement tu n'as pas un choix incroyable, pour sauver l'essentiel, pour sauver ce qui est encore sauvable, je pense qu'il faut changer de coach. Gattuso, il ne veut plus être là, de toute façon. Exactement. On le voit dans ses choix. Et ce qui est dramatique pour l'OM, et là, je ne vais pas taper sur personne, ni sur pauvre Gattuso, lui on lui demande de venir, il va venir, hein, forcément, c'est que l'année dernière, je me rappelle dans l'after de Daniel qui dit sur un match contre Paris en Coupe de France, aujourd'hui, sur ce match-là, je ne mettrai aucun Parisien titulaire à l'OM. Et l'année dernière, l'OM de Tudor, avec toutes les qualités, les défauts de management ou autres qu'il pouvait avoir, mais on avait une équipe qui avait une âme, qui proposait quelque chose. Le 5 mars, non, c'était le match de Coupe de France. C'est ça, exactement. Qui proposait quelque chose. Sous Tudor, sous Sampaoli, sous Villas-Boas, qui était dégueulasse, c'était défensif, mais c'était des entraîneurs qui avaient des idées et qui avaient des joueurs clés sur le terrain. Regarde la compo de l'OM qui bat le PSG en Coupe de France là. Il n'y a plus personne. T'as Rongier, Verretou, tu dois avoir Memba. Oui, l'équipe elle a les. Et l'année dernière, on se retrouve avec une équipe en 3-5-2 qui avait un style, une identité de jeu qui avait pas été si ridicule que ça au final en Ligue des Champions, qui a fait une bonne saison en championnat. Et au final, de toute façon, j'en avais fait que défendre Tudor, mais énormément de supporters n'en voulaient plus. Donc. Mais bien sûr, mais au final, au lieu de construire sur un effectif... Mais sauf que Tudor, la vérité, Daniel, c'est que Tudor lui-même ne voulait plus. Donc c'est compliqué. Que Tudor est saturé à un moment de l'environnement marseillais, c'est vrai. Et qu'il l'ait fait saturer de par sa gestion du vestiaire. On l'a également, exactement comme Sampaoli, à un moment, de toute façon, on lui a dit, de toute façon, tu ne construiras pas ici. Voilà, parce que de toute façon, les joueurs vont partir, on va procéder à un renouvellement. Donc de toute façon, pour un entraîneur, c'est compliqué parce que tu sais que de toute façon, il n'y a pas de continuité dans son travail. Soutenir Tudor, ça a tout à ton honneur, mais en l'occurrence, Tudor a lui-même fait exploser le vestiaire par sa gestion et voulait partir. Donc c'est pas de toute façon une solution pérenne. En termes d'effectifs, on avait un effectif qui était plutôt intéressant. Le match contre le PSG, c'est l'un des plus grands matchs de l'OM de ces dernières années, celui de Coupe de France. Exactement. Et si on avait été capable de construire sur cet effectif-là avec des réajustements, aujourd'hui, on aurait une équipe qui serait dans la continuité des idées, même si c'est un entraîneur qui modifie un petit peu certaines choses, sauf qu'on a voulu repartir sur un entraîneur qui avait des nouvelles idées, où il fallait rechanger toute la compo, alors qu'on avait un effectif, pour une fois, depuis des années, qui faisait une saison pleine, avec un effectif stable, qui était intéressant, et aujourd'hui, on a fait partir des Guendouzi, etc. Enfin, c'est aberrant. Et aujourd'hui, quand on nous dit, la défense, on ne sait pas jouer à deux derrière. On a des défenseurs centraux, mais c'est pas nouveau ça. Avec les joueurs qu'on a, c'est pas nouveau. Par contre, les peu de matchs où on a joué à 3 derrière, dans l'axe, sachant que Balerdi est un meilleur relanceur que défenseur, si tu joues à 2 derrière avec Balerdi, tu t'exposes à ce qui s'est passé ce soir. C'est une cata. Dans une défense à 3, ça peut encore passer. Voilà, dans une défense à 3, qui plus est, quand tu as les joueurs qui peuvent le faire sur les côtés, tu peux faire ça. Après, pour revenir sur les coachs, tu peux rester dans les G avec Genesio et Galtier.
Donc, t'as quand même. Non, mais t'as des entraîneurs. Alors, libres, non, pour il y a Galtier, aussi mais... Goudet dans les G. Ah, Goudet, t'as raison. Thierry Goudet. Thierry Goudet est dispo. Thiago, merci. Merci à vous. Galtier n'est pas disponible. Non, il n'est pas dispo. Galtier est en poste. Il est en poste, mais enfin, je veux dire par là, voilà. Il est en poste dans un grand club, hein, comme Verratti. Oui, on peut supposer que il peut y avoir si l'OM l'appelle, peut-être que ça peut quand même l'intéresser. Bon. Je pense. Donc, on va écouter Mehdi Benassia. Tu vois, je le verrais mieux dans une mission comme ça, excuse-moi Gilbert, Galtier, que dans une mission PSG. Tu vois, dans la mission PSG, je le verrais plus dans une mission sauvetage là un peu. Jamais personne ne l'a vu au PSG. Il n'y a que lui qui s'y est vu un moment, quoi. On va écouter Mehdi Benassia, puis après on reviendra au match. En fait, il s'est réveillé un jour, il a dit mais c'est un rêve. Le Spoons. Donc, Mehdi Benassia était donné. Alors, il s'est exprimé à la fois sur Amazon Prime avant le match et sur Canal. Alors, sur Canal... c'était son week-end com. Voilà, sur Canal, c'était le week-end communication. Sur Canal, il répondait à Samir Nasri. Ils se connaissent depuis très longtemps, bien sûr, les deux. Donc, on va dire que c'était une interview. Oui, d'ailleurs, c'est génial de faire les interviews par le consultant qui pose pas de questions. Tout, c'est bien. C'est bien. Là, on est costaud. Là, ça, c'est l'évolution de notre métier. C'est bien. Alors, avant qu'on l'écoute sur Claude, je vous raconte d'abord ce qu'il a dit sur l'Audi. Donc, il raconte. C'est assez étonnant. Il dit voilà, en fait, on a reçu une offre au club pour l'Audi d'un club saoudien avec un salaire x4. Et là, on s'est dit oula, faut surtout pas lui dire. Vu que on veut le garder et que donc faut surtout pas lui dire. Donc là, déjà première étape, quand je te disais j'y crois pas, donc déjà ça je n'y crois pas parce que c'est impossible que le joueur ne sache pas. Allez, évidemment, donc le joueur l'apprend bien sûr par l'intermédiaire de son agent. Oui. Donc évidemment le joueur comment il réagit, il dit bah attends, ils veulent me la faire à l'envers et en fait ils veulent pas me le dire. Donc perte de confiance, il va voir Gattuso en disant mais coach j'ai une super proposition, moi maintenant du coup je veux partir. Gattuso il tombe des nues, il va voir les dirigeants, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, déjà c'est pas à moi de gérer ça, là il vient me parler d'oseille et de trucs, voilà, enfin, donc du coup tout ça crée un imbroglio qui fait qu'on est obligé de laisser partir l'Audi. Et ça on y croit ça, donc si vous y croyez, moi je le répète, Mehdi Benassia, je vous invite à venir dans l'after. C'est peut-être pas la vérité, mais je n'y crois pas. Mais c'est peut-être pas la vérité, mais si c'est la vérité, c'est incroyable. Bah c'est pour ça que c'est pire que le mensonge en fait. Donc moi je dis simplement que Renan Lodi... Comment perdre la confiance d'un joueur, il n'y a pas mieux. Hein. Moi je dis simplement que Lodi a été acheté cher, qu'il ne mettait pas un pied devant l'autre, qu'il était nul. Et Gattuso le faisait jouer titulaire. Hein, il n'y avait personne d'autre. Donc il était nul. Et que, sauf il a été un peu mieux quand justement ils ont fait leur fameuse défense à 3, mais bon, il était nul. Et que c'était une aubaine, c'était le cadeau, mais tombé du ciel, qui a une offre pour ce joueur-là, que c'était absolument dingue de pouvoir le vendre et de récupérer de l'oseille sur ce joueur, et que tout le reste c'est mytho. Paul Lopez s'exprime là, le gardien qui n'a pas joué. Tout le reste c'est mytho parce que c'était un cadeau que le club ne pouvait pas laisser passer. On y revient, on écoute Paul Lopez. Je pense que nous, on a décidé de mettre dans la merde, c'est ça la vérité. C'est nous tous seuls qui avons décidé ça, et maintenant il faut l'assumer. Il faut l'assumer parce qu'il reste 3 mois. Il reste 3 mois pour jouer, 3 mois qui seront très compliqués, parce que c'est ce qu'on a voulu. Il faut être honnête avec nous-mêmes. On ne mérite pas porter le maillot de l'OM depuis que je suis arrivé à Marseille. C'est la première fois que je pense une chose comme ça. Il y a des joueurs comme Steph, Dimitri, qui m'ont montré que ce n'est pas ça, porter le maillot de l'OM. Et maintenant, il faut l'assumer. Il faut l'assumer parce qu'on a décidé ça, on peut parler de foot, mais combien 2, 3, 4, 5, 6 fois la même chose. Je suis fatigué déjà. Je suis fatigué de parler, de donner des excuses, de venir ici et de dire non parce que peut-être c'est fini, c'est terminé. Il faut l'assumer, il faut l'assumer. Et c'est la même chose que je dis dans la vestiaire. Maintenant, on est tous dans le même bateau. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui est un peu mal là, l'autre qui n'est même pas là, il ne peut pas jouer, c'est fini. On a fait ça tout le monde. C'est une phase de demande, on doit attendre ce qu'on doit attendre, c'est fini. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, les gens ne le méritent pas, la ville ne le mérite pas, le président, il n'y a personne qui mérite ça. Il n'y a personne. On est seul là. On est seul, on s'est mis tout seul là. Et maintenant, on peut dire rien dire. Comme je te dis, il faut être honnête. Même je suis le premier. Hein. Si
au fond de la saison, c'est le président qui décide qu'on ne peut pas jouer là, on ne peut pas jouer là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut rien dire. Si arrive la fin de la saison, il dit, s'il vous plaît, partez. On doit partir tout le monde. On doit partir tout le monde. On ne peut pas jouer là. On ne peut pas. On ne peut pas jouer avec cette mentalité. C'est une chose de mentalité, ce n'est pas un jeu de qualité, ce n'est pas tactique, technique, rien, c'est rien de ça. On a pris encore un but aujourd'hui, avec jouer contre 10 joueurs. C'est pas possible, c'est pas possible. Je m'excuse, je sais que c'est pour rien, mais je pense que pour les supporters, même c'est bien d'écouter une chose comme ça, parce que c'est ça la vérité. Parfois, vous pensez que pour nous c'est pareil, mais c'est pas vrai. On a touché au fond, je pense qu'on peut aller plus bas. Et maintenant, c'est nous qui vont décider. Si on va décider que c'est catastrophe, pendant la saison, c'est catastrophe. Si on va essayer de faire quelque chose, même je ne veux même pas parler de match de jeudi, peut-être à partir de demain, on va passer jeudi, mais aujourd'hui, on est triste, on est déçu, on est fatigué. Et même on ne peut pas parler de match parce que la fin c'est rien. Si tu ne donnes pas au 100%, c'est rien. Tu nous as dit ça la semaine dernière, Pao, déjà. Là, tes mots sont plus forts, mais tu nous as dit ça. On est déjà dos au mur, c'est notre faute, on est responsable. Comment trouver le déclic? Il y a eu 2 matchs cette semaine, on n'a rien vu. Voilà. Il n'y a pas. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, ça c'est la chose plus triste. Parce que là, on ne peut pas travailler rien. C'est la chose de chacun qui veut donner, et qui veut essayer de faire les choses mieux, qui veut améliorer, qui essaie de faire quelque chose, qui joue sans peur, tout ça, on ne peut pas travailler. Alors, comme je te dis, les matchs, on est dans la mer, c'est nous qu'on a essayé d'être dans la mer. Maintenant, il faut assumer ce qu'on a fait. Et à partir de demain, on va penser au prochain match, mais on sait que tout le monde est énervé, on sait que les fans sont énervés. On sait qu'elles pensent qu'on ne mérite pas de porter ces maillots-là, je suis d'accord avec eux. Et il y a la fin de saison maintenant, on ne peut pas parce qu'il reste encore 3 mois. Mais à la fin de saison, il faut prendre des décisions parce que ça, c'est le foot et ça marche comme ça. On parle beaucoup du coach. Est-ce que la solution, c'est de se séparer du coach? Merci. Merci, Paul. Ah, il est parti. Bon, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il se planque. Hein c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est un de ceux qui dit la vérité. Mais bon, après, à part s'excuser, tu vois, au bout d'un moment, tu as un peu utilisé tous les leviers. La vérité, c'est qu'il dit lui, effectivement, les choses. Il dit les termes. Et il a dit quand même. Tu as plusieurs joueurs, il faut arrêter de se cacher, c'est fini les fausses blessures et compagnie. Pas grand-chose, quand Thiago Silva faisait excuse, machin, ça changeait pas grand-chose au fond. C'est vrai. À un moment, on ne mérite pas de porter le maillot, sauf que dans 4 jours, tu vas le reporter le maillot. Et qu'à un moment, il va falloir bouger son cul, il va falloir trouver une solution, quoi. Et savoir pourquoi vous êtes dans le trou à ce point-là, parce qu'effectivement, moi, quand c'est aussi gros que ça, le côté tactique, machin, j'y crois pas trop, quoi. Le message du coach peut ne pas passer, tout ce que tu veux, très bien. Mais bon, les joueurs sont sur le terrain, et quand tu as une telle nullité d'ensemble, à la limite, le coach, il est presque. Parce que quand tu as un problème avec le coach, quand le coach est embrouillé avec certains joueurs, ça arrive. Ouais, mais y a pas, le message passe plus. Daniel... Mais là, je ne crois pas qu'il soit embrouillé avec les joueurs. C'est pas ça. Coach, tu vois, le changement de coach que ça pourrait apporter, c'est que ces joueurs-là, qui visiblement n'ont pas le mental, pour la plupart, suffisant pour le déclic faire psychologique, face, on a compris. Oui, mais pour faire face aux supporters, tu sais, qui mettent la pression, il y en a qui font caca dans leur culotte là, en ce moment. Donc si tu as un coach qui arrive avec quelques joueurs, les Rongier, les Vertou, les Gigot, les Mbemba, honnêtement, oui, tu peux relever la tête déjà. Et ce qu'il a dit quand même au passage sur une stat incroyable de cette année, il a parlé de 11 contre 10. L'OM, tu le disais Gilbert, on en parlait au début, l'OM a encaissé 5 buts en étant en supériorité numérique depuis le début de la saison. J'ai l'impression que tous les derniers matchs, ils ont joué à 11 contre 10. Non, mais ils ont encaissé 5 buts en étant en supériorité numérique. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et c'est clair que là, malgré tout, pourquoi je te parle de changement de coach, quand tu sens que Gattuso a lâché l'affaire, t'as même plus le Gattuso, tu sais, qui remonte les bretelles et tout. Il les a plus ou moins même protégés à un moment donné pendant la CAN. C'était l'élimination à Rennes, notamment en Coupe de France. Il a utilisé quelques leviers, puis après, il a lâché l'affaire à la fois tactiquement et psychologiquement. Donc, c'est un peu compliqué, sachant que tu n'as pas de joueurs. C'est pas les Ndiaye, les Sarr et les arrivants comme Moumbagna qui vont relever l'équipe en tout le monde. Tu vois. Gattuso arrive en conf, non ? Ah,
Alors, Jérôme Thomas va nous dire. Parce que je le vois arriver à l'image, là, bon, il est derrière une bouteille de Brescola. Ah, le fameux Brescola, bien sûr, toujours très présent ici à Brest. Oui, j'ai été dans la. Il y avait un petit endroit. Il a un fauteuil comme le tien, tu sais, ton nouveau fauteuil Formule 1 qui d'ailleurs n'est plus là. Je crois qu'on te l'a chouré à peine mis. Un fauteuil de gamer. Daniel, tu vas pouvoir traduire. Questa maglia, perché penso che questa sera è inaccettabile quello che abbiamo fatto. Bon, ce qu'on a vu ce soir, ce qu'on a fait ce soir, c'est inacceptable. Juste avant, il a fait référence au maillot, j'imagine, pour dire que c'était pas beau. Donc il s'excuse auprès de tous les supporters de l'OM. È inutile che stiamo qua a parlare e a dire. Chiedere scusa. C'est même inutile qu'on reste là à parler, à s'excuser. La cosa più giusta, perché è inaccettabile. C'est juste inacceptable ce qu'on produit en ce moment. Je crois qu'il y a bien peu de choses à dire ce soir. Bon, on a la trad. Hein, désolé. Cette situation. Je suis pas sûr qu'il la fasse aussi bien que moi, mais bon. Ouais. Ça me permet de vous raconter que je voulais chercher un thé tout à l'heure au petit espace média. On m'a dit il n'y a pas de thé, il n'y a que du Brescola ici. Bon, très bien. Je suis le premier responsable. Allez, retour à Gattuso, on est en direct bien sûr. Et ensuite on écoutera Benatia comme promis sur Klose. Hein. Parce que c'est inacceptable. Voilà. Bruno. Vous êtes apparemment resté longtemps avec vos joueurs dans le vestiaire. Pour vous dire quoi? Paolo Lopez est venu parler, il a eu des mots très forts, très très forts, sur le fait d'être devant leur responsabilité. On entend la question, Gilbert? Oui, on l'entend. D'accord. Qu'on était indigne de porter le maillot de l'OM quelque part. Que vous êtes-vous dit, s'il vous plaît? Ah, parlate in maniera tranquilla. On a parlé plutôt tranquillement dans le vestiaire. Quello che ho detto prima, che qua le scelte le faccio io. J'ai dit que les choix, c'est moi qui les faisais. Et je ne veux pas m'échapper par rapport à ça. Mais dans le foot, dans le sport, quand on n'a pas d'âme, c'est très compliqué. Et en ce moment, on n'a vraiment pas d'âme. Et quand une équipe n'a pas d'âme, c'est difficile. Voilà ce qu'on s'est dit dans le vestiaire. On a touché le fond ce soir. On est arrivé même tellement bas que ça devient périlleux. Il faut se regarder dans la glace, il faut regarder derrière nous, il ne faut même plus penser à l'Europe. Siamo entrati in un vortice che difficilmente, se non cambiamo registro, possiamo andare avanti. Si on ne change pas complètement d'attitude globalement, on n'avancera plus là. Voilà, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que ça va tourner en rond autour de tout ça. Hein, à moins qu'il annonce démissionner, je vois pas ce qu'il peut dire de plus. Hein. Voilà. Bon. Et en dehors de tout ce que Daniel a traduit, le body language et l'allure et le ton sont ceux d'un homme abattu alors qu'il a parfois fait preuve de combativité, mais c'est même plus le cas. Avant de parler de Brest, et donc on va enfin écouter Mehdi Benatia. C'était donc sur Canal+ tout à l'heure. Il donnait une interview à Samir Nasri, son ami, et il parle de Jonathan Klose. On écoute. Je suis arrivé, pareil, donc comme je t'ai dit, au mois de novembre. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui dans l'attitude en tant que leader international français. On pensait que le message était passé. Malheureusement, ça ne l'était pas. On arrive contre Monaco. Jo demande le changement. Et nous, sur un jour aussi important, tu es obligé de lui dire faut serrer les dents. C'est pas un moment où tu peux me lâcher. Parce qu'il nous manque 10 ou 12 mecs à ce moment-là. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, quand tu sors et qu'on apprend par le staff médical que c'est un coup, qu'en fait, non, il n'y avait rien de particulier, que le joueur avait demandé à sortir, tout le staff n'est pas content. Si c'est mieux, peut-être que le joueur a des envies d'ailleurs, on les écoute. Mais il n'y a pas eu d'offre. Ok, il joue. Il n'y a pas de souci, on verra en fin de saison ce qui se passera. Le coach l'a réintégré, son état d'esprit il est mieux? L'état d'esprit il est mieux. L'état d'esprit pour l'instant, et depuis cette affaire-là, c'est un petit peu mieux. Voilà, donc ce que dit... La fin, il a mis les clous sur le cercueil à la fin. Parce que il aurait même pu dire... oui, ça c'est mieux, machin, je sais pas quoi. Non, il a laissé entendre que ça continue à être pire. Admettons que Klose soit une plaie, une verrue dans le vestiaire. Mais écarte-le alors dans ce cas. Sors-le. Si par exemple c'est lui qui est toxique dans le vestiaire, qui fait que l'équipe a ce comportement sur le terrain, mais le mets pas. Le mets pas. Le mets pas. Fous-le dans un loft ou je sais pas moi.
Parce que là, même en parlant comme ça, putain, mais si tu as l'intention de le vendre à la fin de la saison, mais tu vas le vendre à qui? À moins qu'il soit en fin de contrat. Il est en fin de contrat cette année ou il a encore 1 an? Non, fin de contrat 2025, je crois. Bah, qui va c'est ça, fin de contrat qui va te le prendre? Et si tu veux, tout ça est incompréhensible. Donc dans la communication, pour moi, catastrophique, parce que certains me disent mais pour une fois, quelqu'un dit la vérité. Non, mais attends, c'est différent de dire la vérité à ton joueur. En plus, tu ne sais pas si c'est la vérité. Déjà, je sais pas si c'est la vérité. Mais même s'il se passe les problèmes qui se sont passés ou qui se seraient passés, une fausse blessure, entre guillemets, plus des comportements inadéquats, déjà, tu le règles évidemment en tête-à-tête avec ton joueur. Mais jeter ton joueur en pâture à tes supporters et à tout le monde, comme ça ne se fait pas. Et je m'étonne d'autant plus que Benassia, il est quand même jeune dans le métier, c'était un agent. Donc tu arrives à une responsabilité très importante dans un des très gros clubs français. Je trouve que ça n'est pas sérieux, ça n'est pas digne de l'Olympique de Marseille que d'avoir ça. Si Bernard Tapie, à l'époque, après 10 ans à l'OM, avait cru bon de dire « Moi, j'ai 2-3 joueurs qui m'emmerdent et je leur ai dit », je te dirais « Ok ». T'es d'accord, Gilbert, là-dessus, tu vois, on n'est pas sur le même niveau quand même. Là, t'as l'impression que le mec, c'est le boss, c'est le parrain de l'OM de Marseille. Et qu'il te dit, on m'a alerté, tu te rends compte la phrase du début? On m'a alerté, on m'a mis en garde sur 2-3 joueurs. À peine arrivé, on lui a dit, la bête noire est là. Et d'une part, attention. Il va jouer quand même. Et quelle bête noire il cite, Daniel? Une seule, hein. Les 2 autres joueurs, ils n'ont pas été cités. Donc, quelque part, tu as eu aussi une façon de lui mettre une cible dans le dos. Moi, honnêtement, franchement, ça fait des années qu'on suit le foot. On en a vu des sorties lunaires. Mais celle-là, dans le contexte actuel, par un jeune, j'entends jeune directeur sportif dans le métier, je trouve ça incroyable. Et si Longoria valide ça, parce qu'après tout, maintenant, c'est ça qui croit. C'est dingue. On reprendra la discussion sur Benatia après. Et Klaus. Pas indemne. Pas indemne. Allez, on y va. C'est sûr. Pas indemne parce que y a tellement d'émotions. Il y a tellement de satisfaction, il y a tellement de fierté, il y a tellement de tout ça que forcément on est touché. Hein. On est touché par ce que l'on vit actuellement. On est touché par. Moi, je suis touché depuis que je suis là ici, d'avoir vraiment trouvé un club où je prends beaucoup de plaisir, où je suis complètement épanoui dans la manière de travailler et puis dans ce que les joueurs me renvoient aussi tous les week-ends. Donc non, forcément, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier et aujourd'hui, on est quand même bien servi, quoi. Voilà, Eric Roy, 2e avec Brest. Hein. Je suis fier de ce qu'on a essayé de mettre en place pour perturber cette équipe marseillaise, de mettre de l'intensité, de l'agressivité d'entrée de match, de faire une bonne entame, de s'être créé des situations, certainement les meilleures du match, où on a eu de grosses situations. Je pense aux 2 têtes de Steve, je pense au 1 contre 1 de Mathias Pereira-Lage face au gardien, son duel qu'il a malheureusement pas remporté. Il y a eu beaucoup de situations et c'est vrai que en égalité numérique, je pense qu'on aurait mérité d'ouvrir le score. Puis après, à partir du moment où il y a eu ce carton rouge, forcément, se réorganiser, faire le dos rond, être bien organisé pour pas laisser de situations, d'occasions, ce qu'on a réussi à faire à ce moment-là aussi. Après, la cerise sur le gâteau, bien sûr, c'est le but. Un but qui vient un peu d'ailleurs, avec Pierre, qui est de toute façon un joueur venu d'ailleurs. Donc à partir de là... Tu peux nous en parler justement quand même de Pierre? Voilà, on va s'arrêter là parce que je pense qu'il va dire plein de choses positives et super sur Brest, qu'on va dire nous aussi, dans quelques minutes. Finissons d'abord sur Benatia parce que dans ce contexte-là, comment faire un reproche à Jonathan Klaus sur sa boulette de l'autre jour qui amène l'égalisation du Shakhtar, sur le match moyen qu'il fait ce soir. J'ajoute un élément, Didier Deschamps, qui suit avec attention tout ce qui se passe. Enfin, je veux dire, ça n'a pas lui donné envie de reprendre éventuellement Jonathan Klaus. Donc ça, après, ça ne regarde pas. Non, ça, mais bon, je m'en fous. c'est aussi, ça fait partie, moi je sais pas, dans une entreprise normale, il pourrait même peut-être porter plainte pour harcèlement moral, notre ami Klaus là. Sachant que, non mais et dans son entourage, au niveau agent, l'interview qui passe avant le match, tu sais, non mais on est quand même dans un truc de dingo. C'est-à-dire que le mec que t'as pas écarté, parce qu'il jouerait pas encore, que t'as pas écarté, que t'as même réintégré, mais qui, d'après la conclusion de Benassia dans l'interview, en plus, n'a pas vraiment suffisamment changé d'attitude au passage. Il dit ça quand même à la fin. Hein. Donc il est sur le terrain, il apprend potentiellement, il peut apprendre en tout cas, que le conseiller sportif du club vient de le mettre en cause violemment
une heure avant le match à Brest, entre guillemets, une affiche de Ligue 1. Non, franchement, je veux bien, hein, je l'ai déjà dit ici, et peut-être que Klaus a des choses à se reprocher par ailleurs, mais tu peux pas faire ça avec un de tes joueurs dans un club, n'importe lequel d'ailleurs, et encore plus dans un club comme l'OM. Et encore une fois, puisqu'on parle beaucoup de Longoria, de sa stratégie, de changer autant d'entraîneurs, d'effectifs, si ça a été décidé, parce que je ne peux pas penser que ça n'a pas été, de concert en disant tu vas aller chez Prime et chez Canal pour dire ça parce qu'il ne faut pas qu'on laisse penser que c'est nous les méchants, dans ce cas-là, Benassia et Longoria, ils sont dans le même bateau pour moi, hein, c'est-à-dire, et c'est pas un bateau très glorieux. Hein. Bon, juste pour conclure quand même sur le match, il y a quand même 2 gars là, à sauver. C'est Blanco qui a quand même remplacé Paul Lopez et qui fait les arrêts décisifs. Et Mbemba, excusez-moi, qui a fait une excellente CAN. Heureusement qu'il est là celui-là parce qu'il te sauve plein de situations. Dès qu'il y a une action offensive dangereuse, c'est lui. Bon, voilà, je voulais les citer. Moi, Mbemba, meilleur attaquant de l'OM. et un des meilleurs joueurs de la tête du championnat même, je dirais. Ouais, derrière Steve Mounier quand même, qui au passage a eu un geste sans doute vraiment déplacé, dommage. Il mérite son rouge, mais il avait dû se faire chercher. Mais même, peu importe. C'est très con parce que Brest aurait pu ne pas gagner ce match, entre guillemets, qui lui tendait les bras à cause de ça au passage. Mais bon. Mais non, du côté de l'OM, tu as raison. J'ai entendu pendant le direct, vous parliez de Casper. C'était incroyable. Ah bah là, il y avait du Casper au mètre carré. Là. Harit, Unai, tous. Balerdi sur l'action. Mombagna. Mombagna, là, c'est. Mais enfin bon, j'ai du mal à aller cibler un mec comme ça qui a été mis titulaire. L'autre, tu cible personne à l'OM, ça sert à rien. L'équipe, techniquement, il n'y a rien. Il n'y a pas une occasion, il n'y a rien, c'est nul. T'as vu la tête d'Aubameyang sur le banc aussi. Il n'y a rien. Le mec, il était quand même ton meilleur joueur, même si j'imagine qu'il y a une semaine comme ça, il a voulu faire tourner un peu pour des raisons de fatigue. On a compris qu'il y avait, on pensait aussi à jeudi, mais bon. Terrible. Mais clairement, Brest était au-dessus, Brest a dominé, Brest s'est créé les occasions. Brest ressemble à quelque chose. Mais moi, Brest, sans déconner, hein, on en a parlé plein de fois, il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Moi, quand Eric Roy dit Pierre Lesmelou, qui est le meilleur joueur de cette équipe, probablement, c'est un joueur venu d'ailleurs. Je dis, mais aucun souci, moi j'aime bien Pierre Lesmelou, mais tu vois, c'est pas un joueur de 20 ans, on le connaît. C'est un joueur, il y a 5 ans. Je pense quand même que c'était pas le même il y a 5 ans. Progression étonnante. Je suis d'accord. Ouais, mais tu progresses pas comme ça. C'est qu'un contexte te permette d'être meilleur, je veux bien. Mais c'est juste que le niveau de notre championnat a tellement baissé que d'abord, ça permet à une équipe comme Brest d'être deuxième et ça permet à un Lesmelou d'apparaître comme un des meilleurs joueurs de Ligue 1. De toute façon, tout cela est anormal. Après, il ne faut pas le prendre mal. Je ne veux pas qu'on le prenne mal. Je le vois que c'est un très bon joueur. Je vois ce qu'il fait. J'en ai parlé même avec Eric. Il l'adore. Il a bien raison de l'adorer. C'est un joueur vraiment qui est fin. Mais il y a un truc qui ne va pas, c'est tout. C'est pas normal et ça ne sera jamais normal que nos grosses équipes soient empêtrées dans des difficultés de gestion abominables dans leur politique sportive et que des petits clubs comme ça finissent en Ligue des Champions. C'est pas bon pour notre football et ça ne sera jamais bon pour notre football. Voilà, c'est tout. Je suis désolé de le dire. Je sais que ça peut froisser des gens, mais c'est juste la vérité. Alors, au-delà de ça, juste pour dire un mot sur le match de ce soir et sur Brest. Et ensuite, on va accueillir Julien d'ailleurs dans quelques instants. Non, mais en dehors de ça, parce que même si l'OM n'a pas été bon, dans cette organisation et notamment avec ce milieu de terrain là, Magnetti, Lesmelou notamment. Magnetti qui est un joueur assez étonnant puisqu'on l'avait rencontré, on avait beaucoup discuté, Gilbert avec lui au Burel quand on était à Marseille. Magnetti, oui. C'est un Marseillais et j'étais pas convaincu honnêtement moi de son éclosion, on va dire en Ligue 1, tu vois. Et je trouve que cette année, c'est d'ailleurs le mérite d'Eric Roy aussi avec ce genre de joueur. Magnetti et Lesmelou, ils récupèrent un nombre de ballons au milieu. Déjà, Lesmelou, au mérite d'Eric Roy, c'est son repositionnement. Absolument, le repositionnement, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que quand j'entends plan de jeu, je dirais que le plan de jeu, globalement, maintenant à Brest, c'est un peu toujours le même. En revanche, dans ce qu'il a changé à Brest avec les joueurs qui étaient déjà là, là, effectivement, c'est la patte d'Eric Roy et même Magnetti, qui offensivement est un joueur intéressant, mais aujourd'hui, dans le replacement, pas seulement les interventions défensives, mais le replacement et la récup, effectivement, là, et là, je vais mettre un petit, c'est pas un bémol, hein, mais quand tu as des joueurs à ta main, j'en reviens à ces vestiaires, tu sais que tu as à ta main, tous les mecs sont
à l'écoute à 400% de ce que veut faire l'entraîneur. Ça, c'est sûr, oui. Et donc, évidemment, ça fonctionne parce qu'en plus, comme tu gagnes les matchs comme ça, j'ai disais la même chose de Nice avec Farioli, tu vois, des effectifs, on va dire, un peu plus simples à gérer. Oui, en changeant 2-3 trucs dans le positionnement et avec cet état d'esprit, et en ayant gardé des joueurs, puisque Lesmelou était chassé notamment par Rennes au mercato d'hiver, et le défenseur central aussi, j'ai perdu son nom, Brassier, et qu'ils ont gardé, c'est aussi quand même un message fort pour le groupe quand tu es au mercato d'hiver et que tu vois ça. Donc il se passe quand même un truc assez étonnant. Après, pour revenir sur Pereira Lage, qui fait beaucoup de boulot par exemple, ce soir je trouve qu'il bouffe un peu la feuille parce que sur la première action il passe pas en retrait alors qu'il y a Mounier, sur le 1 contre 1 qui est raté, sur la reprise de volée avec rebond là, tu sais, qui est pas bonne. C'est vrai. Bon, voilà, et ça reste aussi une équipe presque perfectible. Tu sais que ce soir le pire c'est qu'ils ne battent pas l'OM, enfin qu'ils ne mènent pas devant l'OM plus tôt. C'est ça l'histoire de ce match. Julien est là, supporter brestois. Bonsoir Julien. Bonsoir équipe. Salut Julien. Alors, Pierre-Yves Leroux nous disait tout à l'heure que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de Brest d'être deuxième du championnat. Non, effectivement, même du temps du Brest-Armorique, effectivement, c'est la première fois, oui, qu'on arrive à ce niveau-là, à ce niveau du championnat, tout à fait. Bon, tu vas. Est-ce que tu prends mal quand je dis que c'est pas normal? Alors un tout petit peu, dans le sens où moi je veux bien qu'on va toujours favoriser les gros clubs, les Lyon, les Marseille. Mais on les favorise pas. Qui les favorise? On les favorise pas. Mais pourquoi tu dis favoriser? Je comprends pas le mot. Mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe depuis 20 ans? C'est quoi le palmarès des clubs français en Coupe d'Europe depuis 20 ans avec les gros? Non, alors c'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que je dis, c'est pas ça que ça veut dire. Club espagnol, par exemple. Non, j'ai bien compris, mais c'est pas ça que ça veut dire. Tu vois, on peut le prendre un peu de travers aussi, parce que finalement, quelque part, en fait, en gros, ce qu'on peut entendre ce soir, c'est pas Brest qui gagne contre Marseille parce que Brest a été supérieur ce soir à tous les niveaux. Non, c'est Marseille qui a parce que Marseille a des faiblesses par rapport à Gattuso. Je connais pas Marseille, je m'en fous. Mais non, c'est Marseille qui a perdu. Non, au bout d'un moment, c'est peut-être Brest qui gagne parce que Brest a un projet de jeu qui est cohérent. Non, mais c'est pas. Mais en fait, tu as raison là-dessus. Non, mais en fait, c'est pas ça. On est d'accord là-dessus. En fait, c'est pas. Visiblement, t'as pas très bien compris. Quand je dis que c'est pas normal, c'est parce que dans une économie normale et dans ce que doit être un bon championnat, si le gros n'est pas en haut, économiquement, il s'écroule. Et c'est pas les petits qui vont tirer le championnat, l'économie de ce championnat et le faire progresser, que ce soit au terme des audiences à la télé, du business qui va se faire autour. Et après, oui, évidemment, ils n'ont pas fait mieux que vous en Coupe d'Europe ou quand ils y sont. Mais c'est forcément avec tes grosses cylindrées que logiquement un championnat doit progresser. Parce que la petite équipe, elle vend ses joueurs à l'équipe qui est plus grosse et elle peut profiter du bon travail qu'elle fait, que Lorenzi fait, qu'Eric Roy fait, que le club fait. Parce qu'après, quand ils vont en Coupe d'Europe, de toute façon, ils ne peuvent absolument pas assumer et ils n'y vont que pour faire de la figuration. Alors, mon discours bloque et rejoint le tien parce que tu dis mais les gros également font de la figuration. Oui, mais c'est parce que le serpent se mord la queue parce que eux travaillent mal au niveau européen après. Regarde Toulouse cette année qui ne performe pas en Ligue 1, mais qui fait un parcours en Europe qui est pas si mauvais que ça par rapport à leur niveau. C'est vrai. Oui, non mais enfin voilà, mais en fait ce que tu dis traduit que notre football est complètement malade et que de toute façon. Il y a autre chose que dit Julien, c'est qu'en fait, on peut pas y arriver. Ton discours, je pense que tout le monde le comprend très bien, mais en fait, ce que dit Julien, c'est que l'entendre peut-être ce soir, ça lui gâche un peu son plaisir et que lui, il a aussi envie de kiffer sa Coupe d'Europe. Si jamais il y est l'année prochaine, il a bien raison. Mais moi, le problème, c'est que nous, on ne parle pas qu'aux supporters de Brest, tu comprends? Bien sûr. Nous, on parle là, du en football. l'occurrence, on discute avec Julien. Donc, mais c'est pour ça que j'ai commencé en lui disant, j'espère que tu le prends pas mal. C'est pour ça que je lui ai dit ça. Et que féliciter Brest et tout, on peut le faire, on l'a déjà fait 1000 fois dans cette émission. J'ai aucun problème avec ça, j'ai toujours dit à quel point je trouvais que le duo Lorenzi-Roy travaillait très bien. Je dis juste que notre championnat est totalement malade. Et au moment où il essaye de se vendre, on n'est pas bien. Et que évidemment qu'on va être sauvé par Bein qui va allonger l'oseille pour pas qu'on finisse dans le caniveau. Mais d'ailleurs, j'aimerais que Julien nous parle un peu du match maintenant quand même. Quel est le truc qui t'a bluffé ce soir, Julien? Ou est-ce que finalement tu as vu le Brest que tu vois tout le temps à la maison? Je pense qu'il y a un joueur dont on a peu parlé, mais c'est encore la prestation de Kamori Doumbia qui a encore fait un gros match.
qui a encore été percutant, efficace, pratiquement décisif. Pierre Lismelou, effectivement, on fait un gros rabattage avec Magnetti, il n'y a pas de souci. La défense de Brassy est là. On peut aussi saluer Grégoire Couder aussi, qui fait quand même un joli match aussi. Le fils de Roger, bien sûr. Petit-fils. Le petit-fils de Roger, il a quasiment rien eu à faire, hein, mais bon, effectivement, il était là. Voilà. Allez, les petits. Donc, non, je pense que l'équipe a encore joué ensemble. Je le dis souvent, mais il n'y a pas un joueur à Brest qui est bon, c'est tout un ensemble d'équipes. Il y a le frère de Patrice Loco aussi. Non, mais tu as raison, avec quand même Lesmelou, on va dire, en meneur, quoi. Voilà. Tu sais, j'ai jamais l'occasion d'en parler, mais j'y pensais pendant le match, et Gilbert, je suis sûr que le sujet va t'intéresser. Mais la carrière de Kenny Lala est très bizarre, mine de rien. Parce que c'est pas non plus un hasard quand un joueur se retrouve 2 fois dans des clubs plus petits de notre championnat et que ça correspond à des bonnes périodes de ce petit club de notre championnat. Oui, mais il a fait que des petits clubs, Kenny Lala. Oui, mais il n'empêche que quand il est à Strasbourg... Un petit club. Strasbourg est un club mythique. Mais quand il est à Strasbourg, c'est une bonne période de Strasbourg. Alors attention, parce que Kenny Lala est très fort avec Strasbourg dans une défense à 5. Et Kenny Lala est un excellent centreur. Mais là, il n'est pas dans une défense à 5, ça n'empêche pas d'être bon. Mais alors, il y a une interview, je ne sais pas si Julien l'a vue aujourd'hui dans le Télégramme de Brest. J'ai pas dit ça, Gilbert, tu ne veux pas comprendre ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Ah bon, alors fini, comme ça, après je vais donner mon avis. Ça veut dire que c'est un bon joueur. S'il est bon, ce gars-là est bon dans une bonne période de Strasbourg. Ce gars-là va se perd un peu dans des choix. Il se retrouve à Brest. Il se retrouve à Brest et ça correspond à une bonne période de Brest. Je pense que c'est un bon joueur. Alors, moi, qui apporte des choses à un collectif, visiblement. Moi, je pense surtout qu'il a grandi. C'est-à-dire qu'il a pris de la maturité. Et que il était bon à Strasbourg, non? Oui, mais il avait un côté un peu foufou. Parfois, c'était n'importe quoi. Ça correspond à la meilleure période de Strasbourg de ces dernières années. Il avait un côté là, et maintenant, c'est là. Non, il y a un truc, tu as parlé de centreur. Déjà, il vient plus avec les cheveux peroxydés en courant dans tous les sens. Il est plus posé, il réfléchit. Il transforme. Sa stat, il transforme tous ses pénaltys. Aussi, comme Del Castillo. Juste un mot, tiens, parce que je n'ai pas l'occasion. C'est un bon joueur. Un mot, puisque tu as parlé de centreur. J'ai une remarque sur un truc technique, et je voulais au passage dire, Gilbert, que le niveau global de ce match, malheureusement, malgré tout, n'était pas bon. Oui. Donc c'est une ancienne, je le répète depuis le début, mais malheureusement, dans le constat qu'a fait Daniel lié au grand club, malheureusement aussi, on a cette baisse de niveau technique qui se confirme sur un match du soir, du dimanche soir. Et au passage, en revanche, point positif... Le nombre de mauvais matchs qu'on a vus le dimanche soir, mon Dieu, cette année, si on y pense. Et ce week-end encore, en dehors du dimanche soir. Non, un point, attends, juste, excuse-moi, juste un mot. Julien veut en placer une. Non, mais juste un mot sur un point technique qui m'a bien plu sur 2-3 actions et buts ce week-end et qu'on ne voit pas assez. Quand un ailier, aujourd'hui, tente d'éliminer systématiquement, alors qu'il y a la possibilité de centrer sans avoir éliminé son adversaire, ça donne Frankowski, ça donne Ito sur leur centre et leur passe décisive, ça donne ce soir Del Castillo qui centre très vite, je crois que c'est pour Doumbia, ça donne Bourigeaud souvent à Rennes. C'est une action qu'on voit pas assez souvent et qui est un truc technique très intéressant. Julien, vas-y, tu peux reprendre la parole. Bon, juste vite fait, mais un petit mot pour Didier Deschamps, si jamais il nous écoute. Regarde quand même bien les matchs de Brest, parce que ça se trouve, un petit Kenny Lala ou un Brendan Chardonnay en équipe de France, juste pour un match, même en amical, nous on prend. Alors là, Julien, tu t'es enflammé. Excuse-moi de te le dire. Il faut bien. Mais tu as bien raison. T'as craqué parce que Chardonnay à l'apéro, éventuellement, ça, Deschamps, il y pense, mais en bleu, je sais pas. Tiens, écoutez Steve Mounier, justement, qui parle de la suite. Après, nous on n'a aucune pression, hein, vous savez, on n'a aucune pression, on est là-haut, on va essayer de rester là-haut, mais la pression, elle est sur les autres, hein. Elle est sur Marseille, elle est sur Rennes, elle est sur tous les autres clubs qui, eux, ont pour objectif en début de saison de jouer l'Europe. Nous, on est là-haut, on va jouer les troubles faites, c'est tout. Voilà ce que dit Mounier. Merci Julien. Lui, il va pas jouer, en l'occurrence, le trouble fait. À très bientôt. Oui, il va être suspendu. Il sera suspendu.